Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de Colfax. Après Lausanne, on fait le focus sur Bienne, qui va devoir préparer l'après-hilaire, qui ne sait pas si Pouliot aura son passeport suisse bientôt. Et puis, pour rester finalement dans le canton de Berne, on parlera aussi de des deux autres clubs bernois finalement, Berne et Langnau. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va tout aussi bien que pour le premier épisode. On est tellement heureux de recommencer ces épisodes de Colfax. Après Lausanne, on a décidé donc de parler de Bienne. On descend l'ordre du classement de la saison dernière. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'on descend l'ordre au niveau des playoffs parce que Bienne était plus proche que Lausanne d'aller en finale. 7 matchs. On l'a oublié. Je ne suis pas sûr que les Biennois l'aient vraiment oublié, mais Bienne a vraiment embêté Berne jusqu'au bout du 7e. Enfin, pas au bout, parce que le 7e match s'est passé malheureusement assez vite, mais a embêté Berne très très longtemps. Mais superbe saison, encore une fois, on a senti une progression de la part du club zélandais qui avait fait demi-finale mais perdu contre Lugano, et puis là tout d'un coup ils ont été au 7e match, perdu de peu, grâce aussi à un grand Giannoni de l'autre côté. Cette année, on parle de Giannoni, j'ai envie de dire c'est presque une transition toute trouvée de gardien à gardien. Jonas Hiller, c'est un peu une des grosses annonces aussi de l'intersaison, qui annonce très très tôt sa retraite. Ouais, il a enlevé le pansement d'un coup, lui. Plutôt qu'on l'embête de septembre Bien à raison. décembre. Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, on verra. T'es en fin de contrat. Quand même, t'as gagné. T'as 2 blanchissages. Ça donne pas envie de continuer. Il a tiré d'un coup le pansement. Il a dit c'est bon, j'arrête à la fin de la saison. M'embêtez plus avec ça. Maintenant, j'ai envie de me concentrer. Je pense que c'est exactement le move qu'il fallait faire. Mais par contre, ça nous laisse un sacré vide du côté de Bienne pour l'après Jonas Hiller à gérer. On pensait peut-être éventuellement à Reto Berra, mais Reto Berra a fait aussi rapidement son choix en décidant de signer à Fribourg. Comme ça, finalement, c'était assez sain. Il n'y a pas eu de spéculation, de « Ah ouais, mais lui, il a signé, tu verras, il va jouer à moitié parce qu'il a déjà signé là-bas ». Au moins, c'était très clair. Puis ça commence par un petit Bienne-Fribourg assez piquant. C'est assez rigolo, ça, ce premier match de la saison, le derby de Reto Berra entre les deux derniers clubs qui étaient sur sa liste, on va dire, ou qui étaient les plus pressants pour l'engager. Je crois qu'au bout d'un moment, sur ce dossier-là, Steinhager a dit c'est bon, on arrête là, on est allé jusqu'à une autre limite. Est-ce qu'elle était plus haute ou plus basse que celle de Fribourg ? Mais au bout d'un moment, il a dit bon, stop. Et je pense que c'est aussi assez sain de la part de Steinhager, c'est-à-dire nous on peut faire un effort, on peut faire 2 efforts, puis au bout tu nous demandes un effort supplémentaire, on n'a plus envie quoi. Surtout que c'était Reto Berra, je crois, qui traitait lui-même son cas parce qu'il avait laissé son agent sur le bas-côté de la route, quoi. Exactement. Donc c'était intéressant de suivre ça de loin, ça nous a un petit peu égayé notre été. Mais l'après-Hiller, alors c'est terrible de ne pas avoir joué le premier match de la saison 2019-2020, parce nous on est déjà en train de parler de l'après-Hiller, mais j'ai presque l'impression que c'est le sujet du moment. Du coup, en fait, qui dit HC Bienne dit Laurent Kleisel. Donc, on a directement posé la question à Laurent Kleisel. Du Journal du Jura. Spécialiste HC Bienne pour le Journal du Jura. On lui a posé la question, comment lui, il voit cette situation. Comme le hockey suisse vit une pénurie de gardiens, c'est clair que quand tu as un gardien de la stature de Jonas Hiller annonce son futur départ, ça va faire un trou. L'après-Hiller, personnellement, j'imagine mieux le HC Bienne partir avec 2 gardiens de bon niveau plutôt qu'une superstar. Après, il faudra voir si Marc-Antoine Pouliot, en cours de saison prochaine, tout d'un coup devient suisse pour partir avec un gardien étranger. Pour moi, c'est pas la meilleure solution, car on a quand même en Suisse, on a quand même des bons gardiens, et puis à un moment donné, il faut les laisser la place. Je pense qu'Elian Pope, la doublure actuelle de Hiller, n'est pas encore mûr pour être titulaire en Ligue nationale A, même si c'est un gardien, c'est un jeune homme discret, un gardien dont on ne parle pas beaucoup, qui est pas trop en vitrine, mais qui, moi je trouve qu'il a plein de qualités. Pourquoi pas un Elian Pope avec un autre gardien de ce niveau-là, c'est-à-dire, je sais pas, il y a du Ludovic Weber par exemple qui est barré à Fribourg. Moi je pense que ça pourrait être une bonne pioche. Après, puis si ça marche pas, on peut toujours aller chercher un gardien étranger. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas Martin Steinhager ne s'énerve pas trop sur le dossier. Il attend de voir ce qui se passe, et puis il a tout à fait raison. Il a toujours, au fond de lui, je sens qu'il a toujours le secret espoir que Hiller
nous joue une saison incroyable et puis qu'au mois de novembre, il se réveille un matin en se disant je continue une année. J'ai l'impression que c'est encore le fol espoir de Martin Steinegger. C'est assez rigolo comme Laurent termine sa petite intervention, parce que c'est justement le petit sentiment que j'avais avant de préparer cet épisode. Mais alors, on lui laisse l'honneur de parler en premier, disant mais je suis assez d'accord avec ce que dit Laurent. C'est pas complètement impossible que Jonas Hiller ait petit goût de reviens-y durant la saison. On dit je peux pas arrêter comme ça. C'est pas impossible. Je pense que si on devait donner des cotes, ce serait pas la cote la probabilité la plus haute que Jonas Hiller continue, mais ça existe. C'est quelque chose dans un coin de la tête, à mon avis, qui va exister tôt ou tard durant la saison. Mais si ça n'arrive pas, par contre, là, Laurent a dit très justement qu'il va falloir trouver sur le marché suisse. Ou étranger, en l'occurrence. Ou étranger. Marché suisse, le marché existe. Il y a Robert Mayer qui est en fin de contrat, j'y viendrai assez vite parce que ça va pas être long à discuter de ça. Oui. Il y a Luca Boltzhauser qui est sur le marché. Il y a Ludovic Weber qui va être disponible pour des raisons évidentes, vu que Fribourg a signé Reto Berra pour 4 ans supplémentaires. Donc pour les 5 prochaines années, il n'a pas le statut de titulaire là-bas. Il y a un marché qui existe. Est-ce qu'il fait rêver quand on a eu Jonas Hiller devant le filet? Je suis pas sûr, mais peut-être qu'il faut aussi accepter. Après Jonas Hiller, c'est comme l'après UE à Lausanne. Oui. Après UE, forcément, tu vas descendre en gamme. C'est une évidence. Exactement. Donc, c'est quoi le meilleur choix? L'après Giannoni à Berne, pareil. L'après Giannoni, tu vas chercher Niklas Schlegel. Est-ce que tu es vraiment content de Niklas Schlegel? Je sais pas, mais tu dois accepter de tomber un petit peu d'un cran. Moi, je trouve que la paire la plus intéressante, ce serait Boltzhauser-Weber. Boltzhauser, il a partagé le filet avec Zurkirchen à Lausanne. Il a accepté ce rôle-là. Ludovic Weber, il pourrait accepter un rôle de 1B, disons à Bienne, en ayant peut-être sa vingtaine de matchs ou 20-25 matchs, ce qui est plus que ce qu'il a actuellement à Fribourg. Après, Laurent a parlé d'Elien Pope. Ça, je ne suis pas habilité à juger qui de Ludovic Weber ou Elien Pope et à quel prix, etc. Mais pourquoi pas Boltzhauser-Pope pour faire le duo? Car pour moi, une chose me paraît assez claire de tout ce que je comprends de la situation, c'est que Robert Mayer, déjà qu'ils sont déjà bien gentils de le laisser retourner dans la patinoire quand il vient jouer avec Genève, à mon avis, c'est le maximum qu'ils puissent lui accorder à Bienne. Ouais, parce qu'on rappelle qu'il aurait fait un petit tour de cochon, il avait signé chez eux, puis finalement, quand Chris Maxorley est venu, il cédé l'appel des... Alors différemment, il a signé chez eux, il a demandé à rompre son contrat pour aller jouer en NHL, tenter sa chance, et durant la saison où il était en AHL, il a signé à Genève. Et ça, bien, je crois que c'est toujours pas passé. Donc, a raison, à part ça aussi. Oui, comme je dis, déjà qu'il prend pas des œufs en arrivant sur la glace à Bienne, donc si les 25 matchs devant le filet à la Tissot Arena pour le HC Bienne, non, je pense que ça va pas être une option en tout cas. Sur le marché, même le marché étranger, alors à moins de tomber sur, comme Berne, sur un Stepanek qui leur avait permis d'être champion, oui. C'est difficile. Alors après, tu me diras, Martin Steinegger a une année pour scouter efficacement quelqu'un, parce qu'on parle aussi, on oublie Wüttrich tout à fait. à Langenthal, qui est champion de Swiss League, si on peut attribuer un titre de champion à une deuxième division. Il a remporté le championnat de Swiss League. Voilà, exactement, en étant exceptionnel, mais il est prêté par Berne. Donc, après, Berne peut peut-être se dire, écoutez, nous, on vous le prête pendant... Une année, 2 ans. Voilà. Et puis, il fait son job en National League. On est très satisfait, puis on le récupère. C'est pas impossible. Wüttrich, c'est une option. Tu pars avec Boltzhauser, Wüttrich, Weber, Wüttrich, ça te coûte peut-être beaucoup moins cher. Tu places tes billes ailleurs. Puis comme tu dis et comme l'a dit Laurent, si ça se passe pas bien, tu pars avec un étranger en novembre. Peut-être qu'il y aura Schlegel sur le marché si ça se passe pas bien à Berne. Il y a Kaminada qui est sur le marché aussi, je crois. Ouais, là c'est compliqué quand même. Bien sûr. Tu pars pas en 1 avec lui. Il y a Zurkirchen qui va venir sur le marché. Est-ce que Gilsen, ça va bien se passer de l'autre côté? Est-ce qu'il va pas revenir au bout d'un moment? Lui aussi existe. Le marché, il fait pas forcément rêver, mais il y a des options qui s'offrent à Martin Steinegger. Mais bref, je crois qu'on a assez parlé du futur. Parlons du présent du HC Bienne, parce qu'il y a eu des moves plus positifs, disons, que cette annonce de pré-retraite, on va dire, de Jonas Hiller. Juste avant de donner la parole à Laurent, on va rappeler les transferts de Bienne. Donc, c'est Yannick Radgeb, Stefan Ulmer, Luca Kunti, Anton Gustafsson, Peter Schneider, l'Autrichien attaquant. L'Autrichien, en nom très très suisse, lui, s'il avait une grand-maman dans l'Emmental, mais malheureusement, je crois qu'ils ne l'ont pas encore trouvé.
Et ils ont laissé partir, d'une certaine manière, Marco Maurer, Dominique Egli, mais ça, c'était aussi un peu... pas forcément un transfert majeur. De même que Will Pechnik, Mauro Dufner. Par contre, Dominique Diem, Marco Pedretti, qui sont les deux partis à Zurich. Julian Schmuth, dans une moindre mesure, à Langnau. Et puis Robbie Earl, qui est aussi parti dans Lemmenthal. Alors, ça fait beaucoup de mouvements. On a posé la question, en fait, à Laurent Kleisels, qui pensait de cette campagne de transfert. Il a été plus qu'exhaustif. Je vous propose d'écouter sa réponse hyper étayée. Alors les transferts, le premier, Peter Schneider, vu que ça a commencé par lui, vu que c'est un attaquant étranger, je l'avais vu au championnat du monde, j'ai vu un match d'Autriche, c'était contre la Suède, ils s'étaient fait démonter, les Autrichiens, avec Raphaël Herburger comme centre. En fait, Schneider avait passé sa soirée à patiner derrière le puck. Je pense qu'il l'avait eu 3 fois sur la palette pendant tout le match, donc on ne peut pas vraiment juger là-dessus. À ce que j'ai vu, c'est un peu un tank, hein. C'est un joueur qui fonce dans le but, dès qu'il a le puck, il le passe à son centre. Donc il faut un peu un joueur créatif à côté de lui. Il me fait penser un peu dans le style à Jacob McFlicker, mais un McFlicker un petit peu plus rapide et peut-être un petit peu moins chercheur de noises, parce que McFlicker était quand même un bon affûteur. Faudra voir. De toute façon, c'est pas un pari bien coûteux pour l'acheter bien, hein. C'est pas un attaquant canadien à 500 matchs de NHL qui débarque, coûte le prix d'un joueur suisse moyen, donc le pari finalement n'est pas si audacieux que ça, hein. J'entends, si ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, tant pis, on ira en chercher un autre. Après, Stéphane Ulmer, le défenseur autrichien à licence suisse, il fait du Ulmer depuis le début de la préparation, il est sobre. Moi, je pense qu'il est peut-être plus dans le style de jeu demandé par Tormenen, avec des défenseurs qui soutiennent l'offensive, qui relancent le jeu rapidement, qui sont bons patineurs. Il cadre peut-être plus avec le jeu de Antti Tormenen que le cadrait par exemple Marco Maurer. Ensuite, il y a Luca Kunti. Alors, Luca Kunti, il s'est remis de sa blessure à une épaule, hein, qu'il a fait complètement manquer la saison passée avec Lugano. C'est un très très beau joueur. Quand il est bien dedans, là, il faisait un binôme en préparation avec Brunner, avant que Brunner ait un petit souci à genoux. C'est vrai que c'était assez beau à avoir joué. C'était, comme le disait un confrère alémanique, c'était un peu art on ice, hein. Ça, ils en faisaient toujours un petit peu trop. Il y avait toujours un peu la passe de trop, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a du hockey dans les mains. Après, il faudra voir un peu ce que ça donne sur le cœur d'une saison, voir aussi comment il s'intègre. Mais pour le moment, ça se passe très très bien. Ensuite, Yannick Radgeb. Alors Yannick Radgeb, pour moi, c'est le transfert phare de HC Bienne, parce que c'est typiquement le genre de joueur qui manquait à Bienne, à Blue Liner. Bienne n'avait pas de Blue Liner. De Blue Liner avec un gros tir qui fait mouche pratiquement à chaque fois. Il l'a déjà montré en préparation. Le tir de Yannick Radgeb est de retour. Après le joueur intégral, on verra. Mais le tir est déjà là, quoi. Et il reste Anton Gustafsson. Alors Anton Gustafsson, c'est un peu le mystère pour moi. Il joue un peu en power play en préparation, un petit peu centre du 4e bloc. Après, il a eu des problèmes de dos. Ça fait des années qu'il traîne des problèmes au dos. On sent que c'est du joueur qui a pas mal de hockey dans les mains. C'est pas tout rapide. Qui peut amener quelque chose à n'importe quel bloc, hein. S'il a des ailiers qui cravachent à côté, c'est un gars qui sent bien le jeu. Par contre, pour moi, ça reste un mystère pour le moment. Que dire après ça? On sait tout sur tout. Bravo, merci beaucoup à Laurent Kleisels du temps qui nous accorde. Effectivement, il y a pas mal de petites inconnues autour de cette équipe. L'année passée, quand Bienne engage Damien Brunner, je crois qu'on peut réécouter ce qu'on a dit, mais en gros, et toi et moi, en tout cas moi je me souviens en avoir parlé, Bienne a fait confiance à sa culture et a engagé un joueur qui est problématique ailleurs, mais on s'inquiétait absolument pas du match entre Damien Brunner et Bienne, que ça allait matcher en fait. Aussi, hein. Et Antti Tormenen. Ça allait fonctionner, parce que Bienne a implémenté une culture depuis des années et ils ont confiance en ça. Cette année, ils en rajoutent un autre avec Luca Kunti, qui est un autre Zorgenkind du hockey suisse. Là où Damien Brunner, l'aspect diva que tout le monde lui a collé, là aussi, ça, on peut réécouter, mais je crois qu'on a tout de suite dit que nous, on n'était pas de cet avis-là, que pour nous, c'était pas aussi tranché que ce qu'on veut bien nous dire, que Damien Brunner est capable de s'intégrer. Luca Kunti, moi, je suis un peu moins tranquille, disons, sur ce joueur. Je crois vraiment que c'est un joueur qui a été problématique à plein d'endroits, et notamment à Zurich, notamment à Lugano, ça s'est pas bien passé. Il est ultra talentueux, il a une bonne vision du jeu, il est créatif. Il a beaucoup de
choses qui parlent en sa faveur. Par contre, moi, je suis très inquiet de voir Luca Conti débarquer à Bienne et je me demande si ça va bien se passer, honnêtement. On rappelle qu'il est vice-champion du monde en 2013 avec la Suisse. On se posait la question de... C'était son dernier championnat du monde. Oui. Mais on se posait aussi la question... Pardon, il fait encore 14. Il joue encore 14, après il ne revient plus. À Minsk. Mais on se demandait, après cette performance, s'il était capable de traverser l'Atlantique. On se rappelle quand même que... On se disait, on voyait à peu près toute l'équipe de Suisse partir en NHL. Puis finalement, la réalité nous a un peu rattrapés. Et puis, on a appris de nos erreurs. Puis, maintenant, quand il y a un joueur qui fait une bonne saison, on se garde bien, ou un bon championnat du monde, on se garde bien de se dire, on en parlera peut-être avec Bern de Gaëtan Haas aussi, même si le joueur est très, très talentueux, on se demande s'il est capable d'aller performer là-bas. Kunti, je suis aussi un petit peu partagé. Damien Brunner était vraiment, je dirais, encore un poil au-dessus peut-être de Kunti. Kunti, il est centre. Il lui faudra aussi des gens à côté de lui pour briller. S'il a, il a des bons ailiers qui peuvent finir les jeux. À voir. Est-ce qu'il a une immense marge de progression ? Je ne sais pas, parce qu'il remplace... À 30 ans, après avoir joué une saison quasi blanche, moi, je vois pas vraiment une marge de progression énorme. Voilà, comparé à Dominique Diem, qui avait 22-23 ans, qui est en pleine progression. À Bienne, il faudra aussi peut-être qu'on suive un peu l'état de Jason Fuchs, qui est sorti blessé des matchs de Champions League. Vraiment, ça va être très intéressant, mais pour moi, ce qui va être plus chouette ou plus intéressant à monitorer, si je puis dire, c'est Yannick Radgeb, parce que lui, alors, pas forcément un point d'interrogation, parce qu'on le connaît, mais justement, on le connaît, on se souvient de Yannick Radgeb à Fribourg, plutôt caché en troisième ligne, très utile sur le powerplay, effectivement, et Dieu sait que c'est important dans le hockey d'aujourd'hui, d'avoir des situations spéciales qui marchent, et une attaque à 5 qui est performante. On l'a vu contre Frisk Asker, il a marqué un but très très beau, en plus... Il a son shoot de droitier qui part bien. Il n'a pas besoin d'envoyer très fort parce qu'il est très précis. Mais c'est aussi un joueur qui doit un peu se reconstruire après une expérience nord-américaine qui était clairement en deçà de ce qu'il espérait. Je ne sais pas s'il partait en pensant qu'il allait tout casser et qu'il allait jouer aux Highlanders. Mais tout d'un coup, tu redescends de 1, 2, 3 crans. Ah ouais, c'est la même chose que ce qu'on disait l'année passée avec le retour de Joël Vermin, les retours de Vermin ou de Berchi ou les années précédentes avec ce genre de joueurs, Tanner Richard à Genève. Comment ils acceptent de mettre fin à leur rêve ? Parce que là, moi, honnêtement, le joueur, même s'il a 23 ans comme Radgeb, il est rentré en Suisse après une année où ça s'est pas super bien passé. Le message que tu envoies là-bas aux autres clubs est quand même assez compliqué. Donc, sauf s'il brûle la ligue ici et puis qu'il finit avec un demi-point par match voire plus, moi je le vois pas retraverser. Donc, maintenant, il doit se contenter, entre plein de guillemets, d'être un joueur suisse très bien payé et puis d'être dominant en Suisse. On rappelle quand même que Yannick Radgeb, il a fait une première très bonne saison à Fribourg, durant laquelle, à la fin de saison, ils ont dû lui présenter le Benjamin Comte, qui était le gardien. Il ne l'avait pas vu de la saison, il était tout le temps de l'autre côté de la patinoire. À la fin de la saison, ils ont dit ça c'est Benjamin, voilà, tu l'as pas vu de l'année. Deuxième saison, du coup, il s'est dit tiens, je vais quand même aller dire bonjour à mon gardien un peu plus tôt. Il a pris conscience un peu de cet autre côté de la patinoire, mais c'est bien, il était hyper jeune, il apprenait, C'est les risques, je veux dire. C'est les risques, mais ça fait partie de l'expérience. Il a gagné en maturité. Cette deuxième saison, il a été meilleur. Et sur la troisième surtout, il était meilleur à Fribourg. Et là, maintenant, je ne sais pas quel joueur revient. Qu'est-ce qu'il a ajouté à son jeu ? Est-ce qu'il est capable justement d'avoir cette responsabilité défensive ? Oui, au powerplay, il va être hyper important. Oui, ça devrait bien se passer. Son shoot est dévastateur. Mais au prix où tu le payes, j'ai pas son salaire exact, mais je pense bien que c'est pas 35 000 francs à l'année, bien sûr, pour un Yannick Radgeb. Ni par mois. Ni par mois. Je pense que ça se compte c'est plus d'1 demi-million. C'est une quasi certitude. Tu dois le faire jouer, ton gaillard. Tu peux pas être, c'est pas ton spécialiste de powerplay que tu fais rentrer de temps à autre. C'est pas Michael Hugli l'année passée qui jouait justement quasi que les powerplays. Non, tu peux pas le cacher. C'est ton défenseur numéro 1, 2 ou 3 maximum à ce prix-là. Oui. Donc, il va être exposé de temps en temps. Et ça va être intéressant de voir. On a vu quand il est arrivé en équipe de Suisse fin de saison dernière, il est venu, il a dit bonjour à tout le monde, puis 3 jours après, il est reparti. Donc ça, c'est vraiment pas bien passé pour lui.
À voir. Je pense que c'est un pari qu'il fallait tenter. Complètement. Diane hein, a c'est eu ce que j'allais raison dire. d'engager Oui. Yannick Radier parce qu'Antti Tervonen est un entraîneur qui est capable aussi de tirer le meilleur de ce joueur. À mon avis, le fit est assez bon. À voir, ça, c'est un point d'interrogation, mais là au contraire de Kunti, je suis dubitatif et je me demande si c'était une bonne idée. Là, s'il y a un petit doute, je me dis pas ça. Je me dis, ben oui, tu tentes. Si Radier veut venir chez toi, si le prix que tu mets sur le salaire, enfin si le salaire que tu lui donnes te convient, bah signe, fais-le et regarde comment ça se passe. Maintenant, ben à voir. Il y a quand même pas mal de flags qui entourent ce joueur. Il a 23 ans, il a encore une marge de progression. Il a signé jusqu'en 2022. Faut aussi voir, tu parles de marge de progression. Yanis Moser, qui a brillé au championnat du monde, qui a dû le quitter malheureusement ou malencontreusement à cause d'une blessure, c'est un joueur qui a aussi, forcément à 18 ou 19 ans maintenant, il y a quelques mois de plus que le championnat du monde, il a un jeu défensif qui peut tout à fait... il joue déjà comme un vétéran aujourd'hui. C'est ce qui nous a impressionné, en tout cas, sur ce mondial, exactement. Notamment. Où nous, honnêtement, pour ceux qui nous ont écoutés, je pense qu'on pourrait faire un best-of de nos citations sur Yanis Moser. Où on disait il va bientôt être coupé, en gros. Et puis, finalement, il est resté jusqu'au bout. Et cette blessure a fait qu'il a dû s'en aller. Mais il jouait avec Diaz et il était ultra bon en restant dans son rôle. Son rôle va grandir maintenant à Bienne. Jusqu'où il est capable de grandir, faire grandir son jeu, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant à suivre. Il n'est plus le petit jeune qu'on ne connaît pas. Il va devenir Yanis Moser que les autres équipes vont identifier aussi potentiellement comme peut-être une faiblesse à un moment dans l'effectif, on ne sait pas, ou une force qu'il faudra bloquer. Je suis alors, par contre, au niveau de la défense, je pense que Beat Forster, je me suis demandé si l'âge n'était pas en train de le rattraper. On sait qu'il a fait une très très bonne première saison à Bienne quand il était arrivé de Davos. La deuxième, il s'était blessé assez rapidement. Il était loin les premiers mois. Il était revenu. Il me semble aussi Yanis Moser a profité en fait magnifiquement de l'absence. Mais on enlève Maurer, mais j'ai aussi l'impression qu'un Forster devient de plus en plus lent. Je le vois faire pas mal de pénalités, en tout cas en Champions League, qui sont évitables et qui doivent énerver l'entraîneur, tout simplement parce que tout d'un coup, il a ce petit pas de retard, ou ce petit coup de patin de retard, qui fait que il va faire le téléski, puis il va accrocher le joueur. Ouais, l'année passée, il marque pas, 21 matchs, 7 passes décisives. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas été aussi peu prolifique, à part une saison où il était complètement blessé à Davos toute l'année. Mais 36 ans, je pense que Beat Forster risque de faire un pas en retrait. Donc quelqu'un va devoir faire un pas en avant. Ulmer a été engagé. Oui. C'est pas lui qui va remplacer numériquement, ni dans le style un Beat Forster ou un Marco Maurer qui amenait d'autres choses. Laurent, disait qu'il devrait remplacer quand même Marco Maurer ou Ulmer. Je demande à voir. C'est possible, mais moi je le vois pas dans ce même rôle. Il y a un Sami Kreis qui va aussi peut-être devoir encore prendre un peu plus de place. Il a 25 ans, il a joué en équipe de Suisse. Maintenant, ça devient un des leaders de la défense de ce HC Bienne. Derrière, c'est un renouvellement des cadres qui va quand même gentiment s'opérer. Et ça va être intéressant à suivre. Et devant, moi, je me réjouis de voir Gustafsson. Est-ce qu'il est capable de performer ailleurs qu'à Langnau ? Parce que finalement, en Suisse, à Langnau, il était très bon. Il allait à Fribourg. Sans rentrer dans les détails, il y a eu des problèmes personnels à gérer dans sa famille. Bref, peu importe. Qui font qu'il est parti en courte saison en Suède. Il est revenu à Langnau. Il a à nouveau été très bon. Donc, c'est pas le problème, c'est pas le hockey. Moi, je classe ça dans les bons transferts. Je pense qu'à Bienne, ça peut très très bien se passer. C'est un centre qui est responsable, qui normalement gagne ses engagements. À mon avis, d'avoir signé Gustafsson comme centre de 3 ou 4e ligne, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Et puis, parmi les attaquants, moi j'attends de voir aussi, on parlait des jeunes. Ils ont sorti Nussbaumer, ils ont sorti Noah Delémont, le défenseur très offensif qui a traversé, qui est parti en Ligue junior majeure du Québec. Et puis ils ont ce Gillian Coller qui a été pas mal du tout en fin de saison avec Ajoie, qui avait visiblement clairement le niveau Swiss League. 5 matchs, 5 buts. Dont je crois un triplé. Dont un triplé, ouais. Est-ce qu'il a le niveau National League ? Visiblement, vu qu'il est talentueux, c'est un joueur qu'il faut faire jouer sur une ligne plutôt offensive.
Il est très très jeune. Je pense pas forcément que Tormenon va le mettre sur un des 2 premiers trios, mais qui sait. Il a réussi à faire ça avec Yannis Moser. Yannis Moser a forcé la main de son entraîneur. C'est très juste. Peut-être que Gillian Colère va forcer la main de son entraîneur, puis on va se dire, ouais, nous, on le voit, le gamin, on le voit pas ailleurs que... Voilà. Et puis finalement, au détriment d'un... Je dis n'importe quoi, Michael Ugly, qui tout d'un coup est un peu blessé, puis revient, puis un peu de peine. Et puis finalement, il y en a un autre qui prend sa place de manière très saine. Ouais, tout à fait. Puis à 19 ans, mais il peut jouer à ce niveau-là. Je veux dire, il a plus la grille, quoi. Donc, il pourrait être une bonne surprise. Moi, je me rappelle l'année passée, j'en ai dit une concernant Ramon Tanner, où j'avais l'impression que lui, il pourrait être très bien. Il venait des juniors de Davos. J'avais l'impression que c'était une super pioche. Donc moi, je me garde tout pronostic sur les jeunes du HC Bienne, hein, parce que j'ai eu l'air malin sur Ramon Tanner. Mais à part, ouais, je pense qu'il y a de quoi faire, surtout qu'offensivement, mais ils perdent Pedretti et Diem. Pour moi, ça, c'est les deux trucs les deux pertes les plus dommageables. Parce qu'ils amènent les deux de la taille, ils amènent une sorte d'agressivité permanente qu'il va falloir compenser. Et là aussi, je me demande qui va le faire. On a longuement parlé de Yannick Radgeb et de ce qu'on attendait de lui. Laurent Kleisel a également eu la gentillesse de nous en parler, donner son avis sur ce joueur. On vous laisse l'écouter. Alors j'ai des attentes très élevées concernant un certain Yannick Radgeb. Déjà le pédigré du joueur, c'était quand même très jeune. Il s'est affirmé avec Fribourg-Gotteron comme un des meilleurs, des plus gros potentiels, des plus gros talents du hockey suisse en matière de défenseur. Il est parti en Amérique du Nord avec des étoiles plein les yeux. Il en a bien ramassé, faut dire ce qu'il est là, dans l'organisation des Highlanders. Ça s'est pas du tout passé comme il attendait. Il dit avoir mûri, alors j'espère, parce que son jeu, quand il est parti de Suisse, était tout sauf mûr, car il avait d'énormes carences défensives. Pour le moment, avec ce que j'ai pu voir en préparation, c'est qu'il joue assez sec, le père Radgeb. Il a déjà mis 2-3 placards. Peut-être c'est aussi quelque chose qu'il a appris, qui va faire peut-être un petit peu mieux que par le passé, qu'il a appris en Amérique du Nord. J'attends surtout de lui, c'est cette gestion du power play à la pointe, parce que comme je disais tout à l'heure, le HC Bienne n'a pas de bons joueurs de pointe. Il y a bien Salmela et Kreis, mais ce sont plus des distributeurs à la pointe du power play. C'est pas des joueurs qui sont connus pour leur shoot. De temps en temps, Salmela arrive en passer un. Kreis, c'est plus des tirs du poignet, des petites cloches du poignet à la bernoise, faut dire ce qui est. Mais Yannick Radgeb amène justement, c'était une petite touche que le HC Bienne n'avait pas, c'était un réel blue liner, un défenseur qui arrive à envoyer des millions de la ligne bleue. Il a déjà fait 2-3 fois en préparation et il abuse un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'il est dans une position où c'est qu'il cherche beaucoup le puck, il cherche beaucoup à attirer les passes de ses coéquipiers. Alors, c'est encore un peu stéréotypé bien sûr parce qu'on est au mois d'août. Mais je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Moi, je suis plein d'espoir en ce jeune homme. J'espère qu'il va nous métamorphoser le powerplay du HC Bienne cette saison, parce que c'était un petit peu le point faible, de ces derniers mois. Et puis en plus de ce long et très détaillé passage sur Yannick Radgeb, Laurent Kleisel voulait aussi faire une sorte de bilan des transferts du HC Bienne. Je vous laisse écouter sa réponse. Concernant le bilan des transferts du HC Bienne, en fait, moi, je trouve que Martin Steinegger a amené encore de la vitesse, encore du talent, etc. Ça joue technique, ça joue très beau. Le problème, c'est que quand on enlève du Marco Pedretti, du Marco Maurer et puis du Julian Schmutz, on enlève de l'agressivité, du muscle. Et d'accord, Martin Steinegger a une idée de hockey, du hockey tourné vers l'avant, du hockey actif, dynamique, comme il aime à le dire. Il a pris des joueurs pour ça. Des joueurs Radgeb, Kunti, Gustafsson, c'est quand même des joueurs, on ne sait pas trop par rapport à leur saison passée, il peut y avoir quand même des doutes. Il y a des gros paris qui ont été faits l'année d'avant. Le pari, c'était Damien Brunner. Donc si ça ratait, tant pis. Là, il y a quand même un peu plus il y a quand même la moitié des transferts de HC Bienne. C'est des paris assez audacieux. Donc il y a quand même, dans un sens, le HC Bienne a perdu un peu en substance, je trouve, dans le package d'avoir une équipe de hockey moderne. Alors par contre, il a gagné en qualité. Après, je ne sais pas si c'est suffisant pour décrocher un top 4.
Je suis encore un peu dans l'expectative. Franchement, je ne sais pas trop où situer la chez bien. Je pense dans les 6 premiers. Après, tout sera tellement serré, donc j'évite trop les pronostics. Voilà, alors Laurent qui voit bien dans les 6 premiers, normalement, sans faire trop de classement précis. T'es d'accord? J'ai l'impression que c'est un peu compliqué quand même d'être pas D'être en d'accord. désaccord avec ça, Ouais. effectivement. Moi, je vois bien dans un deuxième tiers, pas 4-4 et 4, mais dans la partie, disons, 5 à 8 ou 4 à 7. C'est comme il vient de le dire très justement, c'est tellement serré que ça va être compliqué. Mais tu peux vraiment voir que des équipes paraissent un poil meilleures. Je pense à Berne, je pense à Zug, je pense même à Lausanne qui sont un petit peu en dessus, Zurich. Derrière, là, tu as une sorte de groupe assez compact avec Lugano, avec Bienne, avec Fribourg, je pense. Puis après, peut-être un cran en dessous, tu as les suivants. Moi, je vois un peu le classement se décanter de la sorte. Comme dit Laurent, quoi. Autour de la 6e, alors peut-être, effectivement, entre 4 et 8, mais rater les playoffs, vu qu'ils ont à peu près à tous les niveaux, ils ont un bon gardien, ils ont un gardien solide, ils ont une défense qui tient la route, et puis une attaque qui a certes peut-être perdu un petit quelque chose. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a un peu le cas Pouliot aussi à Bienne. On a l'impression que ça fait depuis 1994 qu'on nous annonce qu'il va être suisse. Puis on est bientôt en 2050 et il est toujours pas suisse, quoi. Non, et je l'avais écrit au début de l'été, toute cette saison, c'était sûr, quasi sûr qu'il ne viendrait pas, qu'il ne serait pas suisse. Ça traîne, ça change pas mal les plans de Steinegger parce que lui se voyait, je pense, assez rapidement avoir un autre étranger à la place de Marc-Antoine Pouliot. Ce sera pas le cas cette saison, très probablement. Ce sera peut-être même pas le cas la saison prochaine. Ça fait quand même mal, hein, finalement. Ça change pas mal la donne. Parce qu'il considère, excuse-moi de te couper, il considère ces années à Fribourg visiblement comme étant pas des années en Suisse. Ouais, alors ça, c'est le genre de dossier dans lesquels j'ai jamais vraiment trop mis mon nez, donc je m'avancerai pas, honnêtement. Mais hormis le cas Pouliot, moi, il y a quand même un cas, le cas Hiller, finalement, il va être intéressant à suivre aussi, parce qu'il sort pas de sa meilleure saison l'année passée. Il est à 2,56 buts encaissés par match, 91,2%. C'est très correct, hein, attention. Mais il y a une petite rétrogradation la saison dernière par rapport à la saison d'avant où il avait été très 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 bon. Après, et toi tu m'en as parlé avant qu'on enregistre, en Champions League, il a juste gagné un match à lui seul, quoi. Exactement, le match qu'ils ont joué contre Tempere, Tappara Tempere, pas Lives, qu'ils ont gagné 1-0. Un score de foot, on va dire, et Hiller a clairement volé le match. Et là aussi, si on regarde, ça fait très très mal au niveau des stats avancées pour Tappara, parce que, alors c'est bien ce qu'on dit des fois, les statistiques ne veulent pas tout dire, mais ils ont été supérieurs dans à peu près tous les domaines au HC Bienne. Au final, qu'est-ce qui se passe? C'est Bienne qui gagne 1-0. Ce qui ne veut pas dire que ça va se répéter si on faisait une série en 7 matchs. C'est exactement ce que j'allais dire. Là tu entends les voix. Waouh, voyez vos statistiques. Puis justement, c'est là où on doit toujours répéter les choses. C'est sur le long terme Exactement. Que ça se lise, ce genre de statistiques. Et la réalité d'un match ne peut pas être lue uniquement sur les statistiques avancées. Par contre, un trend sur un moyen à long terme peut être un peu plus intéressant à décoder par ce biais-là. Ils ont gagné 2-1 contre Friskaska. Et puis 1-0, on disait que la défense finalement tenait bien le choc. Surtout parce que Hiller a très très bien tenu le choc. Lors du dernier match, on finit ce tour d'horizon biennois avec Laurent Kleisel. Parce que lui, même si j'ai vu une bonne partie des matchs de Champions League, lui était dans la patinoire. Et il nous livre ses premières impressions sur le club qu'il suit au quotidien. On vous laisse écouter. Les premières impressions sur la Chebienne sont plutôt bonnes. Déjà, on reste sur une demi-finale de play-off, ce qui est jamais un mauvais résultat. Donc, les nouveaux visages sont assez vite intégrés. C'est quand même des gens, des joueurs qui sont là depuis un moment dans le business, des Kunti, les Gustafsson ou le Maire, ils sont connus, tous les joueurs se connaissent, donc ça s'est assez bien passé. Peter Schneider, par exemple, le nouvel attaquant autrichien, la langue a fait beaucoup pour qu'il s'intègre aussi rapidement au groupe. Il était là au mois de juin, il était là au mois de juillet, il ne s'est pas contenté de faire comme le font trop souvent des joueurs étrangers, de débarquer au mois d'août. Il s'est très vite mis dans le moule. Après, il y a aussi des jeunes qui sont par là, puis ils sont bien ces jeunes à Bienne parce qu'ils
ils font pas tâche, hein. C'est pas des petits gars qui vont dans tous les sens, et puis c'est pas du jeu structuré. Au contraire, on voit pas que c'est des joueurs de moins de 20 ans, des Gillian Colère, c'est Roman Carafa. Je pense qu'il faudra compter sur eux cette année. On en parlera, je pense, à l'avenir, dans le futur. C'est des gars qui ont quelque chose, dans les patins. Après, dans le jeu, le HC Bienne, c'est très, 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 très joueur cette année, encore plus que l'année passée. Ok, très actif, tourné vers l'avant, et puis on aime se faire des passes, et ça joue technique, etc. Alors c'est très joli à voir, ça je dis pas, mais alors, question efficacité, c'est pas encore vraiment là. On l'a vu notamment contre les Norvégiens de Frisk Asker en Champions Hockey League. Ils ont un peu trop fait mumuse, les Zélandais, et finalement, c'est pas passé loin pour qu'ils perdent ce match. Donc, il y a un peu de côté, hein. Pour le moment, je suis un peu entre deux, car il y a de très belles choses, et de l'autre côté, il manque un petit peu, il manque encore un peu de sel, je trouve. Du Seeland, on passe à la capitale fédérale, Berne, champion. Qui fait une Gaëtan Haas dans le jargon, quoi. Dans la foulée, on parlera d'Edmonton, je pense. Qui a perdu... on va d'abord parler des transferts en entrée. Donc Koivisto, défenseur finlandais, Schlegel, on en a déjà parlé assez longuement. Pestoni et Vincent Praplan, qui est le gros transfert du côté bernois. Vincent Praplan, ce qui était drôle pour l'anecdote, on l'a croisé à Bratislava quand on avait le Média Day des Suisses. Greg, tu t'en souviens bien, évidemment. Tout à fait. On avait fini notre petit tour avec Hoffman, on était quasiment les derniers dans l'hôtel des Suisses. Et puis, Vincent Praplan était dans un coin, dans un canapé. Furax. Parce que quelqu'un de l'équipe de Suisse avait sorti, en fait, avait dit qu'il avait signé à Berne. Donc, et il s'était mis d'accord, lui, il avait tout bien respecté, son accord avec Berne, avec le club de AHL ou NHL, pas de problème. Et puis là, tout d'un coup, boum, 4 ans, tout était dévoilé. On avait discuté un petit peu de manière officieuse avec lui, quoi. Ouais, c'était marrant comme l'info est sortie ce jour-là. En tout cas, le retour de Vincent Praplan, ça va être intéressant de le voir à Berne dans une équipe très très forte, parce qu'on se souvient de lui à Cloton quand il a participé activement à la relégation du club, malgré sa très très bonne saison où il était à, je pense, plus de 40 points en 48-49 matchs. Malgré ça et malgré Hollenstein, le club est tombé. Il était le leader numéro 1 sur toutes les situations spéciales offensives, avec Rintanen, Hollenstein et Praplan, c'était la ligne. En gros, quand ils étaient sur la glace, il se passait un truc, puis quand ils n'y étaient pas, il se passait plus rien. Là, ça va être autre chose, et je me réjouis de voir comment ça va se passer dans cette équipe de Berne. Rintanen ou Santala maintenant? Oh, Santala, ouais. Okay. Mes excuses. Mais il n'y a pas de problème. Et puis, on a dit ceux qui sont arrivés. Pestoni, moi, on en a souvent parlé, parce qu'on avait appris son transfert quand on enregistrait encore des épisodes. On était un peu perplexe. Est-ce que tu es moins perplexe? Il est mal conseillé, ce garçon. L'autre jour, en Ligue des Champions, il a joué 8 ou 9 minutes. Et je ne suis pas complètement surpris. Non, moi, je comprends toujours pas. Comme je ne comprenais pas à l'époque, le jour où il a signé à Zurich, qui était une sorte d'hérésie pour moi. Et ça s'est confirmé. Ça s'est très très mal passé là-bas. On rappelle qu'à Davos, si on enlève son début de saison extraordinaire, où il marquait quasi un point par match. Il a le top scorer. Il était top scorer. Derrière, il s'est aussi endormi. Il est parti en vacances avec Barhoffner, je pense. Je ne sais pas où ils sont allés. Et Barhoffner de Zurich, on a parlé dans le premier épisode concernant les agents libres, qui lui l'a signé à Zug. Pestoni signe à Berne. Honnêtement, je ne sais pas. Je me demande ce qu'il va pouvoir y faire. Dans quel état... Yalonen aussi. Qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Dans quel état il est? Parce qu'on rappelle, Pestoni, c'était quand même le top scorer d'Ambry. C'est un joueur qui est doué offensivement. C'est quelqu'un qui est capable de mener, pas de mener, il est à l'aile, mais qui est capable d'être actif sur une des deux premières lignes. Pas de problème, mais est-ce qu'il a cette place-là à Berne? Je ne suis pas sûr. Du coup, tu le mets en 3 ou 4e ligne. Est-ce qu'il est toujours aussi intéressant? Je ne suis pas sûr du tout. Donc, pour moi, c'est un très, très gros point d'interrogation et je ne vois pas comment ça pourrait bien se passer là-bas, en fait, honnêtement. Point d'interrogation Pestoni, point d'interrogation Schlegel aussi. Très gros point d'interrogation, ouais. Parce qu'on parlait des gardiens, de l'après-hilaire et tout, et on se demande... Berne n'a pas tellement eu le choix, en gros. Ils ont dû trouver quelqu'un pour l'après Giannoni, pour le coup, et c'est pas dans une année, mais c'est maintenant tout de suite.
Quand tu es trop bien habitué durant 3 saisons à avoir Jelani qui cache de temps en temps un petit peu la défense, ou du coup qui fait bien, on va dire qu'il fait bien paraître la défense devant lui tous les soirs, parce qu'il était tous les soirs bon. Bah derrière, va falloir assumer que c'est plus pareil. Et ouais, je me demande comment ça va se passer, à quel moment il y aura les premières rumeurs que Bern est sur le marché pour soit d'autres gardiens, soit sur les yeux tournés vers l'étranger. La situation à Hashtag, il a intérêt d'avoir toi t'aimes bien l'expression, le cuir épais. Là, je pense qu'il a intérêt de l'avoir terriblement épais, parce que ça va pas être simple pour lui. Et accessoirement, pour Bern, pour moi, c'est l'un des vrais problèmes. C'est que la défense, les Beat Gerber a pris de l'âge, logiquement. Hein. Tout à fait. Bloom, fin de saison dernière, c'était quand même pas extraordinaire. Par chance, il y a un ou deux jeunes qui viennent. Buren va prendre un peu plus de place. Oui. Kruger est toujours là, quand même Untersander est toujours là. La défense, elle tient la route, mais est-ce que Koivisto va être dominant? Je ne suis pas convaincu de ça. Ça va être un défenseur peut-être à 20-25 points, peut-être. De l'autre côté de la glace, je ne sais pas. Donc, la défense bernoise me fait avoir quelques hésitations. Quand même, c'est assez rare à Berne, c'est que normalement, on a toujours une intersaison qui est assez, soit tranquille, soit en tout cas où l'équipe s'améliore, ou en tout cas perd pas en qualité. Là, pour le coup, Jelani, on en a pas mal parlé. On a Gaëtan Haas qui va tenter sa chance en Amérique du Nord. On a Tristan Chervet qui sera pas là au début. Il rate 8 matchs, maximum. Dans le meilleur des cas. Voilà. Ça dépend pour qui, mais pour lui, s'il reste longtemps à Ottawa où il est en test, il rate 8 matchs. Camerzin, Marty aussi, mais ça c'est de manière moins importante. Moi, Haas et Chervet, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire un tout petit point, entre guillemets, NHL, même si la saison recommencera qu'au début du mois d'octobre. Haas, on lit les médias nord-américains, enfin les médias canadiens plutôt de l'Alberta, dire qu'il pourrait être centre 4e trio. C'est des journalistes, des insiders d'Edmonton qui le voient là. Je suis assez perplexe de savoir si Gaëtan Haas a véritablement envie d'avoir ce rôle-là, de traverser pour être 4e. Si on te donne un rôle dans une équipe de NHL, tu le prends, tu dis merci beaucoup, et puis tu viens tous les jours à l'entraînement avec le sourire. Ouais. On verra. Et puis Tristan Chervet, qui normalement devra aller faire son camp au Sénateur. Il a un contrat, une clause NHL qui est visiblement active que à partir de la saison 2020-2021. Très juste. Donc, pas cette année. Donc en fait, on a l'impression qu'il va là-bas un peu pour humer l'air canadien. Puis il va revenir. Je suis assez étonné par ce move-là, dans le sens où il aurait 22 ans, ce serait un Ria ou un Gregory Hoffman à l'époque quand il était avec les Hurricanes. Pourquoi pas? Là, honnêtement, il ne faut pas me dire que Ottawa n'a pas assez de matériel sur Tristan Chervet pour savoir quel type de joueur ils vont avoir dans les pattes. Est-ce qu'ils savent ce qu'il vaut sur une glace nord-américaine? Moi, je ne crois pas. Alors, justement. Non, mais ça, d'accord. Mais au-delà de ça, si tout d'un coup, il leur plaît parce que il amène cette intensité, il va se donner corps et âme pour n'importe quelle équipe. Je me dis, mais si Ottawa propose un contrat one-way, admettons de 750 000 même, peut-être pas 1 million, hein, faut pas exagérer, mais 750 000 one-way, est-ce que, même si tu n'as pas la clause, le joueur va pas dire, s'il vous plaît Berne, j'ai gagné assez de titres avec vous, est-ce que vous acceptez pas que je puisse aller? Connaissant l'organisation bernoise, une certaine classe qui s'en dégage. Ils n'ont jamais été tellement à bloquer les joueurs. Le cas Haas, c'est exactement le bon exemple. Haas n'avait pas de clause NHL cette année dans son contrat. Quand il a signé en provenance de Bienne, c'était pas dans sa tête, ni celle de son agent. Ils ont négocié. Il a signé il a signé un nouveau contrat avec une année supplémentaire dans son contrat avec clause NHL. Donc Berne a accepté. Le problème, c'est que tu veux rajouter une année supplémentaire à Chervet qui est sous contrat jusqu'en 2027 et c'est pas une blague. Hein. On rappelle, il a signé un contrat gigantesque Mammouth, ouais. Avec Berne. Donc rajouter une année, ça fait aucun sens. Tout à fait. Il a dit quasi jusqu'à sa retraite. Mais Berne est capable et peut être d'accord de faire ce genre de concessions. Là, le problème, c'est que Tristan Chervet, c'est le franchise player, on va dire. Difficile, quand même, difficile. Maintenant, tu retiens pas un joueur qui a une chance et il a 28 ans. C'est un peu pas la dernière qui sonne, on va dire l'avant-dernière qui sonne. S'il fait une très bonne saison, il part l'été prochain.
ou même s'il fait une mauvaise saison, j'en sais rien. Mais la chance est maintenant, et puis peut-être si le train y passe, c'est trop tard derrière. Donc c'est pas évident comme situation, et pour le club aussi et pour le joueur. Mais il a été terriblement bon à Copenhague, au Danemark, lors du championnat du monde 2018. On l'a assez dit. Hein. Ah oui. Et on l'a trouvé quand même de nouveau très bon en 2019, à Bratislava. Tristan Chervet, maintenant qu'il s'est un peu calmé, là aussi on l'a répété maintes et maintes fois, mais vraiment c'est un super joueur de hockey. Ce qu'il amène, après je me suis aussi posé la question, au Canada, des Tristan Chervet, des types qui sont capables d'effectivement alors aller bloquer le puck avec n'importe quelle partie du corps, peu importe s'il y a une protection ou pas. Il me semble qu'il y en a quand même un ou deux. Ouais, mais il a des mains. Oui, alors. Il a super qualité. Il a développé. Et justement, moi, j'ai l'impression que si on me dit entre Gaëtan Haas et Tristan Chervet, il y en a un des deux qui va réussir à s'établir en NHL, moi, j'ai plus l'impression que Tristan Chervet peut justement jouer ce rôle en troisième ou en quatrième ligne en NHL sans que ça nuise à ses qualités. Tout à fait. Là où un Gaëtan Haas, je pense s'il pouvait jouer top 6 en NHL, il serait hyper intéressant. Quatrième ligne, peut-être c'est moins fait pour lui. Et donc, moi, j'aurais plus tendance à parier sur Chervet s'établit que Haas. Mais contractuellement, c'est pas comme ça que ça se passe en ce moment. Et puis, alors, tu disais centre de deuxième trio. Il se trouve qu'à Edmonton, on a Connor McDavid en centre numéro 1, Ryan Nugent-Hopkins en centre numéro 2, et voire même Léon Draisaitl qui peut jouer au centre, hein, des joueurs qui ont des millions de dollars de contrat, donc c'est même pas une option. Par contre, sur Gaëtan Haas, ceux qui nous suivent et ceux qui nous ont suivis pendant le championnat du monde et ceux qui t'ont lu aussi, ça m'a fait un peu sourire de voir qu'il y avait Edmonton alors qu'on avait l'impression, si on avait dû mettre une pièce, on était là. Ouais, Columbus Blue Jackets, fort là-dessus. Alors oui, Columbus était là, clairement. J'ai assisté à une discussion entre un scout des Blue Jackets qui donnait rendez-vous à Gaëtan Haas et au GM des Blue Jackets le lendemain à l'hôtel des Suisses. Donc oui, ils se sont parlé. Il était très heureux, Gaëtan Haas, que ce soit toi qui as entendu cette conversation. Alors il était effectivement franc-fou de voir que j'étais à côté. Pas franc-fou, hein, c'était plutôt non, gentil. Mais ça l'a fait marrer de voir que j'ai assisté à cette discussion et que donc je savais que... Voilà, bref. Donc oui, Columbus a eu des discussions très, très avancées avec Gaëtan Haas et c'était en gros l'un ou l'autre de ce que j'ai cru comprendre. Après, ça c'était la situation. C'était pour moi Columbus devait le signer. Je l'ai écrit que Columbus faisait la course en tête. Manifestement, Edmonton a gagné cette course, disons. Ou Gaëtan Haas a peut-être vu que ses perspectives étaient meilleures à Edmonton. Bref, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est une bonne chose qu'il soit parti et ça fait plaisir. Je me réjouis de voir comment ça va évoluer là-bas. Un roman NHL, ça arrive quand même pas toutes les semaines. Donc s'il peut s'y établir, ça pourrait être chouette. Je me demande d'ailleurs si il va avoir... Parce que je crois qu'il a dit qu'il voulait pas aller en AHL. Hein. Lui, aller faire des semaines et des semaines à l'échelon inférieur, ça lui plaît pas trop. Donc, je me demande comment, avec cet état d'esprit-là, hein, Dieu sait que le joueur est talentueux maintenant, est-ce qu'il faut pas des fois un petit peu accepter de descendre peut-être une semaine, et puis tout d'un coup, il y a une blessure, puis hop, il arrive à s'établir. On rappelle qu'il est droitier, c'est quand même jamais perdu d'être droitier en hockey sur glace. Si en plus t'es bon aux engagements, voilà quoi. Ah ouais, et puis il a prouvé qu'il était capable de gagner en Suisse. De gagner des titres, d'être décisif dans la finale quand il est revenu après sa blessure. Moi, je pense qu'il a aussi, il a vraiment des atouts pour s'établir. C'est pas parce que je pense que Chervet peut-être par rapport à une sorte de puzzle d'équipe est peut-être plus facile à intégrer. Je pense qu'il a les moyens de s'établir et d'avoir un vrai rôle là-bas, mais à voir comment ça se passe dès le camp d'entraînement, ça va être intéressant à suivre. On finit notre tour d'horizon, on aura bientôt fait tout le canton, hein, avec Langnau, peut-être pas le club le plus sexy pour les auditeurs, mais il n'y a pas de raison qu'on ne les traite pas non plus. Langnau qui était en play-off, on se rappelle, hein, on a parlé dans l'épisode de Lausanne qu'ils avaient tenu tête au LHC, 7e match. Alors, ils avaient implosé à Malais pour le 7e match, mais ils avaient bien embêté le club jusque-là avec le fameux système Heinz-Sellers qui est très très rigide et qui est très très bon défensivement. Langnau a fait comme transfert Sébastien Schild qui arrive de Fribourg, Loïc Inalbon qui arrive de Lausanne, Schmutz, on en a parlé, qui vient de Bienne, Ben Maxwell, attaquant canadien. Il y a aussi Sturny, je l'ai mis comme ça parce que c'est peut-être pas le transfert le plus
clinquant, mais un joueur de Swiss League qui potentiellement faudra suivre, et Robbie Earl qui arrive de Bienne. Et puis dans les partants, on a Randeger Kinchi, Eroelo et donc Gustafsson. Langnau, la question que j'ai envie de te poser, Greg, c'est est-ce que Langnau peut réitérer, on va dire quand même, l'exploit d'aller en play-off? Est-ce que Heinz Sellers peut encore tirer le meilleur de son équipe malgré tout? C'est la vraie question et c'est le point central pour moi, c'est Heinz Sellers. Je pense que c'est un entraîneur qui est dur, qui est exigeant, qui a besoin de résultats pour que les joueurs adhèrent toujours à ce qu'il demande à ses joueurs. Et l'année passée, ça a tenu parce que justement, les résultats étaient au rendez-vous. Langnau est allé en play-off et t'acceptes de faire les efforts nécessaires, de faire les sacrifices pour le bien collectif. Quand les résultats sont peut-être moins bons, ça devient de plus en plus difficile. Et moi, je ne serais pas surpris, je n'ai pas d'informations là autour, aucune, mais je ne serais pas surpris que ça ne se passe pas très bien cette année à Langnau. Je vois pas ça d'un bon oeil cette année. Et si on me dit que Langnau finit en play-out, d'ailleurs dans mes pronostics d'avant-saison, ils seront en play-out. Oui, ils seront en play-out et je vois pas comment ils peuvent faire une deuxième année de suite les playoffs. Ça reste un exploit de faire les playoffs à Langnau. Donc le faire une année, pourquoi pas, mais 2 années de suite, il faut vraiment que les planètes s'alignent et je les vois pas s'aligner cette année. Et puis ils n'ont pas de, si je ne dis pas de bêtises, ils n'ont pas de défenseurs étrangers. Donc non. Ils font confiance, on parlait de Zug, qui fait confiance à une brigade entièrement suisse, ou en tout cas avec des joueurs qui sont considérés comme suisses. On parle quand même, oui, Anthony Guenin est super. Je pense que Langnau doit beaucoup compter cette année sur le développement de Glauser. Oui. Andrea Glauser qui a été pas mal avec l'équipe de Suisse. Hein, il nous a assez bluffé. Hein. Il avait choisi de partir de Fribourg pour aller à Langnau. Fribourg doit regretter finalement d'avoir, entre guillemets, c'est parti, ou peut-être pas avoir assez offert ou trop attendu, ou etc. Glauser s'est bien développé parce qu'il a du temps de glace aussi. Mais logique. Oui, c'est ce qu'il est allé chercher là-bas et il l'a obtenu et il a su en profiter. Son move de carrière, en l'occurrence jusqu'à présent, est excellent. Mais la défense de Langnau, tu as raison, elle est pas incroyable. Après, elle n'a pas besoin de l'être, peut-être, justement parce que tu as 5 défenseurs sur la glace en permanence et puis de temps en temps, il y en a un qui va attaquer. Quoi. Sébastien Schilt aussi, tu le mets dans un système comme ça, peut-être que Sébastien Schilt, il se sent comme un poisson dans l'eau, il fait ce qu'on lui demande. Il joue dur, c'est ce qu'il sait faire. Exactement. Maintenant, effectivement, on se dit toujours... est-ce qu'un Lardy, est-ce qu'un Ernie, Blazer, est-ce que Cadonau, tous ces joueurs-là, où des fois tu te dis est-ce que c'est des vrais joueurs de National League ou c'est peut-être tous des 5-6 défenseurs puis qui sont des fois qui doivent jouer un peu plus haut et jusqu'à quand ça peut tenir? Moi, exactement, et moi je vois pas que ça, je pense pas que ça tienne cette saison. Il y a aussi un autre cas, c'est le cas Harry Pessonen qui marquait en fermant les yeux l'année passée, qui trouvait les lucarnes 2 fois par match à peu près. Il a fini avec 21 buts, 43 points. C'est pas le Pessonen qu'on connaissait à Lausanne, ou pas à ce niveau d'excellence là. Est-ce qu'il est capable de rééditer ça? Je ne sais pas. On a un Di Domenico qui des fois peut péter un plomb. Oui. Aussi. Est-ce que tous ces joueurs ils prennent aussi un peu d'âge? Robbie Earl, c'est un transfert, mais c'est un transfert d'un joueur de plus de 35 ans. Ouais, c'est plus une découverte à ce niveau-là, Robbie Earl. Donc, Robbie Earl... Il y a une petite joke, une petite private joke là au milieu où Robbie Earl était pour, selon certains analystes, une belle découverte année, après 5 ans à Rapperswil où il marquait but sur but. C'était toujours une belle découverte. Alors voilà, j'étais obligé de le placer. D'où le fait que j'ai un petit peu gloussé. Voilà, on explique les blagues. On explique. Ben Maxwell aussi à voir comment ça va se passer, mais il y a pas mal d'inconnus. En fait, on n'a pas, comme dans certains clubs, où on se dit si ça passe bien, ça va amener un réel plus. Moi je pense que Loïc Inalbon par exemple, qui est parti de Lausanne pour aller chercher du temps de jeu et tout, ça c'est un bon move. Julian Schmutz, c'est plus le projet parce qu'on sait qu'il était capable de mettre des points. Clairement. Est-ce qu'il va retrouver sa fine offensive? S'il la retrouve, banco en tout cas pour Langnau. Est-ce que tout ça mis bout à bout sera suffisant pour faire les playoffs? Et ça va aussi dépendre des gardiens. Poulianov finit la saison blessé, mais Tiatio a fait une très très belle saison. Il a d'ailleurs été dans les nominés pour le prix du meilleur gardien de la saison dernière. C'est pas un hasard.
Et il fait vraiment une magnifique saison. Ils avaient un duo qui tenait la route. Quand un avait la main un poil moins chaude, bah, c'était l'autre qui était là. Ouais, ça a bien fonctionné à tous les niveaux l'année passée. On peut aussi rappeler Hello qui met 17 buts l'année dernière. Et il est plus là. Je trouvais hyper élégant. J'aimais bien le voir. Bah voilà, lui est plus là non plus. Tu parlais d'alignement des planètes. J'ai vraiment l'impression qu'une année elles se sont alignées. La densité en place 5 à 8 me semble trop importante pour que l'on soit du bon côté. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Fin du deuxième épisode de présentation de la saison. On est vendredi, donc ça commence dans une semaine en piaf. Il y a la Coupe de Suisse qui va nous occuper un petit peu la semaine prochaine. Mais nous, on sera encore là pour les 2 derniers épisodes de présentation. Genève, mardi, et Fribourg, jeudi prochain, à la veille de la reprise. On rappelle, on a pris l'ordre des 4 romans de l'année dernière. On est parti du meilleur Lausanne au moins bon Fribourg. Et on a déroulé tout ça. D'ici là, vous pouvez nous poser vos questions. Si vous en avez concernant Genève et Fribourg, c'est le bon moment. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous écouter, Spotify, SoundCloud, etc. Puis d'ici là, passez un bon week-end. Et puis si je peux encore dire pour ceux qui ont participé à notre crowdfunding et qui ont commandé des articles, en tout cas qui ont mis une mise pour recevoir par exemple les bonnets. Alors les bonnets sont en bonne voie. Et puis pour les gants et casquettes, vu qu'il y a plusieurs tailles différentes, on va attendre d'avoir vos adresses mail une fois que le crowdfunding sera définitivement terminé pour pouvoir vous envoyer vos demandes comme ça pour être sûr qu'on commande les bonnes tailles pour les gens. Alors à bientôt.